Voyons maintenant un peu plus en détail comment on va obtenir la valeur du coefficient de traînée. Alors ici, vous avez une représentation graphique où on va retrouver ce coefficient de traînée en fonction du nombre de Reynolds particulière pour quelques formes assez classiques qu'on va pouvoir rencontrer en génie des procédés. Donc ici, le trait continu, ça représente ce qui va se passer pour une sphère. Les petits pointillés courts correspondent à un disque. Vous voyez que dans la zone de Reynolds faible, on a des courbes qui sont pratiquement confondues. Et puis les pointillés un peu plus longs vont correspondre au cylindre. Alors, on va distinguer sur ce diagramme. Alors, c'est un diagramme en échelle log-log. Vous voyez bien les échelles. On est en échelle doublement logarithmique. On va retrouver, pardon, dans la zone de faible Reynolds, donc jusqu'à un Reynolds de l'ordre de 1, ce qu'on va appeler le régime de Stokes, donc qui correspond donc au Reynolds faible. Et ce qu'on voit, c'est qu'en régime de Stokes, le coefficient de traînée décroît linéairement en fonction du nombre de Reynolds particulières, donc dans mon échelle log-log. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une puissance négative. On va trouver une zone qu'on appelle le régime de Newton ou parfois le domaine de Newton, au-delà d'un Reynolds de 1000, où on va avoir globalement un coefficient de traînée qui est à peu près constant en fonction du nombre de Reynolds particulières. Il se passe quelque chose d'un petit peu spécial, vous voyez ici, pour un Reynolds un tout petit peu avant 1 million, où on a une variation relativement brusque de la valeur du coefficient de traînée. Donc on a une valeur ici, et puis on a une valeur plus faible ici, même chose pour le cylindre. Par contre, même chose pour la sphère, pardon, le trait continu c'est la sphère. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les pointillés étroits, donc qui correspondent au disque, là, on va avoir un coefficient de traînée qui lui reste à peu près constant en fonction du nombre de Reynolds. Alors, ça correspond à un changement de comportement qu'on observe sur les deux photos que je vous ai reprises ici. En fait, au niveau de cette transition, on va avoir assez brusquement une contraction de la zone de dispersion ici, donc qui est ici relativement large, avec ce fameux décollement que l'on a en arrière de la particule. Et puis, avec des Reynolds extrêmement grands, on va avoir une reconstruction de cette zone de turbulence, vous voyez ici, qui va être plus restreinte. Et du coup, on a une chute relativement brutale du coefficient de traînée. Entre ces deux régimes, Stokes et Newton, on va trouver une zone dans laquelle les choses sont un petit peu plus compliquées, qui s'appelle le régime de Van Allen. Alors, donc à bien retenir que quand on est en train de regarder ce problème d'écoulement d'un fluide autour d'une particule, les nombres de Reynolds de transition, alors vous voyez qu'on ne parle plus de régime laminaire, régime turbulent, mais plutôt régime de Stokes, régime de Newton, et les transitions sont pour des nombres de Reynolds très différents de ce qu'on peut rencontrer quand on étudie les écoulements dans les conduites. Puisque là, on va avoir un régime de Stokes pour un nombre de Reynolds particulière inférieur à 1, et un régime de Newton pour un nombre de Reynolds particulière supérieur à 1000. Donc ça fait des bornes qui sont très différentes. Donc le nombre de Reynolds a une définition toujours similaire, mais par contre, on a des bornes différentes. Alors, pour pouvoir avoir une valeur du coefficient de traînée, parce que c'est quand même bien ça qui va nous intéresser, pour pouvoir ensuite essayer de remonter à des choses pour caractériser le fonctionnement de nos appareillages. Déjà, pour l'instant, on a une seule particule, donc à un moment, il va falloir quand même quantifier les choses. Alors ici, je vous propose quelques éléments, vous en avez bien davantage dans votre support, pour pouvoir évaluer le coefficient de traînée, et du coup ensuite la force de traînée, pour des particules sphériques ici. Donc on va voir qu'en fonction du régime, donc Stokes, Newton ou Van Allen, on va avoir des expressions qui vont être différentes. Donc on retrouve les bornes que je vous ai indiquées, là, inférieures à 1 ou supérieures à 10 puissance 3. Et vous voyez que pour le régime de Newton ou domaine de Newton, il y a une borne supérieure qui en fait correspond à la chute qu'on voyait sur le graphique précédent. Alors, en régime de Stokes, on va avoir une expression du coefficient de traînée qui est tout simplement 24 sur Reynolds particulière. On retrouve la décroissance linéaire en échelle log-log.
Ensuite, en régime de Van Allen, une expression un petit peu plus complexe avec une puissance moins 0,6 sur le nombre de Reynolds particulière. Et puis donc en régime de Newton, une valeur à peu près constante du coefficient de traînée. Et c'est un ordre de grandeur qu'on retient en général, c'est-à-dire que pour une sphère, dans le régime de Newton, le coefficient de traînée est de l'ordre de 0,44. Alors ici, je vous ai mis sous forme d'un petit tableau que j'ai repris dans un ouvrage, ce qui va se passer pour les cylindres, donc avec des valeurs de nombre de Reynolds, vous voyez, qui sont croissantes, et donc la valeur du coefficient de traînée dans deux cas de figure, un cylindre d'une longueur finie, donc avec une longueur égale à 5 fois son diamètre, et puis un cylindre infini, c'est-à-dire un cylindre très long. Alors, quand on va avoir cette situation, vous voyez qu'on a les différentes valeurs du coefficient de traînée pour les différents nombres de Reynolds. Et vous voyez qu'on a quand même un petit peu des valeurs différentes lorsqu'on a un cylindre court par rapport à un cylindre long en fonction du nombre de Reynolds. Pour les autres formes, je vous invite à regarder ce qui est indiqué dans votre document. Il y a un certain nombre de formes caractéristiques qui sont données avec plus ou moins de détails. Faites bien attention aussi à chaque fois et préciser la longueur caractéristique qu'il va falloir utiliser pour définir le nombre de Reynolds. Donc on en a maintenant à peu près terminé avec ce qui concerne les écoulements des fluides autour des particules et ça va nous servir à étudier un problème qui va être plus proche encore de ce qu'on va rencontrer en génie des procédés de manière courante, c'est-à-dire étudier le mouvement des particules à l'intérieur des fluides et en particulier la chute des particules sous l'effet de la gravité.